Chapitre 25. Le ciel en feu. À l'intérieur du silo de vol de la Dominion Arctique, dans le nord du Canada juste, au début du jugement de la 4e coupe, la neige sifflait comme de la vapeur sous leurs bottes. Il leur avait fallu 2 jours pour atteindre la Dominion Arctique. Pas par les airs, mais par l'ombre. Des routes sûres de la résistance, cousues à partir d'autoroutes oubliées, de tunnels ferroviaires scellés et de zones de communication mortes, les avaient menés vers le nord. Naomi avait des contacts des ingénieurs renégats, d'anciens défecteurs de Janus encore cachés dans les montagnes qui avaient dégagé un passage. Ils se déplaçaient, principalement la nuit, sous les orages d'aurore, derrière la couverture des éruptions solaires. Les drones ne pouvaient pas suivre dans une telle distorsion. Rien ne le pouvait. Adrien se tenait au bord de l'ancienne plateforme de lancement, observant la glace fondre sur l'acier qui avait autrefois servi à l'ordre de Janus. Le silo n'était plus ce qu'il avait été, vitres fissurées, passerelles à moitié effondrées. Tour de contrôle envahi par la glace, mais en profondeur battait encore l'un des derniers corridors aérospatiaux non suivis sur Terre. Et Naomi l'avait trouvé. Elle s'approcha sans un mot, les bras croisés. Ses cheveux sombres, fouettés par le vent. Mais ses yeux calmes, clairs, inébranlables, étaient restés les mêmes. « Tu es sûr qu'il est stable ?» demanda-t-il. « Non, mais il est protégé. » Elle lui tendit un cristal de données triangulaires, froid au toucher. On l'a récupéré dans un sous-hangar de Janus, près de Fraser Ridge, caché sous des couches de biotechnologie ratées. Mon équipe l'a ouvert pendant l'effondrement du réseau. Ça a pris des mois, mais il vole. Adrien le retourna dans sa main. « Comment as-tu su où chercher ?» Elle esquissa un sourire fantôme. « Je me souvenais de ce que tu disais toujours. L'ordre de Janus enterre toujours ses péchés sous la glace. »« Tu les as trouvés ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. Ils étaient partis, ou pris, ou intégrés. Elle acquiesça sans insister. Il leva les yeux. Le ciel au-dessus changeait trop lumineux pour cette latitude, avec des bandes rouges vacillant à la lisière de la couche nuageuse. « C'est déjà commencé, » dit-il. Ah mais, la polarité faiblit. Le champ magnétique terrestre se replie sur lui-même. Naomi ne broncha pas. « Alors n'attends pas. » Elle lui tendit un second disque scellé, translucide, marqué d'un ancien codage Oracle. Les données du coffre. Une sauvegarde du réseau Oméga. Ce n'est pas tout, mais c'est ce que l'ordre de Janus ignore que nous avons volé. Il la regarda. Tu as toujours été la meilleure pour voler aux tyrans. Elle le fixa avec une voix d'acier. Et toi pour les faire saigner. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Puis, elle s'avança et le serra fort dans ses bras. « Je ne suis pas celle qui peut finir tout ça, » murmura-t-elle. « Mais je peux tenir le feu. Tu es plus forte que moi. » Elle recula. « Peut-être, mais c'est toi qui tiens l'allumette. » La capsule fantôme hurla à travers la stratosphère. En plein vol haut, au-dessus de l'Arctique, en route vers le Moyen-Orient, Adrien serrait les commandes manuelles, les yeux rivés sur le ciel, alors que le soleil devenait une épée. Le froid se fractura en lumière. La coque noire en acier synthétique du module tremblait sous la force du vent et la traînée. Aucun système d'IA, aucune interface, aucun flux de données. Juste l'oxygène qui sifflait, les gyroscopes qui gémissaient et ses mains crispées sur les commandes. C'était comme piloter un fantôme. Il vérifia la trajectoire. Dominion arctique vers zone tampon eurasienne. 60 secondes pour franchir la thermosphère juste, assez pour plonger dans le couloir de Petra, sans brûler, ni être repéré. Mais alors, le flux clignota. Alerte, instabilité de polarité détectée. Entrée solaire au-delà du seuil. Défense atmosphérique hors ligne. Champ magnétique non réactif. Aucun bouclier détecté. Une onde frappa la capsule comme si le soleil avait craqué ses phalanges. Dehors, le ciel devint ambre blanc. Ce n'était pas du feu, c'était un jugement. L'ozone avait disparu. Adrien le sentit avant même que les jauges ne s'affolent. L'air n'était pas seulement chaud, il était lourd, cosmique, ancien. Il regarda en bas. La Terre n'était plus la Terre. Les villes scintillaient comme des circuits en fusion. Les rivières bouillaient en nuages. Les forêts,
n'était plus que fumée de carbone et racines embrassées. Les immeubles s'effondraient en spirale sous la colère du soleil. Et au-dessus de tout cela, les réseaux orbitaux de l'unité. Ils tournaient, projetant de la lumière sur les continents autrefois outillés de culte, maintenant miroirs d'exécution. Le rayonnement solaire balaya la ligne équatoriale, les mégapoles s'embrassant en séquence. Erreur de résonance du réseau, écho de flambée quantique détecté, effondrement confirmé. Paris, Nairobi, Fédération de l'Est. La gorge d'Adrien se serra. Ils n'ont pas perdu le contrôle, murmura-t-il. Ils l'ont abandonné. Le réseau de l'unité était devenu une chambre de résonance. Le bouclier a disparu. La polarité terrestre inversée. Le ciel amplifiait. Le soleil n'était pas devenu fou. Il avait été transformé en arme. Il pensa à Naomi dans les tunnels du Dominion, à Evelyn sous la crête de Petra, aux restes épars de la résistance, cachés dans les ruines et les cavernes. Il pria pour qu'il soit sous la pierre. La capsule trembla violemment. Échec de refroidissement. Pic solaire détecté. Trajectoire de brûlure, réfléchie, intersectant le vecteur. « Passe ici !» grogna Adrien. « Pas encore. » Il tira violemment sur les commandes, effectuant une manœuvre orbitale basse. Angle de rentrée en zone rouge. Petra à l'horizon. La chaleur envahit la capsule. Les jointures saignaient de lumière. Les soudures tremblaient. Les radiations lui mordaient la peau. Le vaisseau chancela. Un arc électrique jaillit sur la coque. À travers le feu, il la vit. Une faille tombe les embrasse dans la terre. Intacte, abritée par la roche. Petra encore debout. Le soleil avait brûlé le monde, mais pas la montagne. Adrien toussa, goûtant le sang. Il fixa l'extérieur par le hublot à moitié fondu et murmura. Un raffiné comme l'argent. L'Arctique défilait en dessous, balafré et fumant. Là où il aurait dû y avoir de la glace à perte de vue, il n'y avait plus que des eaux de fonte et des brumes. Le pergélisol se fendait comme une peau éclatée. Les glaciers s'effondraient, se déversant dans la mer comme des veines arrachées. La Sibérie clignotait sous l'Uy Norilsk, ruine noire. Le Groenland miroitait de bassins là où la neige régnait jadis. Ce n'était pas seulement de la chaleur, c'était une révélation. Des formes enfouies depuis longtemps surgissaient dans la fonte des ruines sombres, des crêtes, des spirales de pierre trop précises pour être naturelles. Des couloirs anciens réapparaissaient alors que la peau de la terre se détachait. Au Groenland, des monolithes veinés d'argent captaient. Les éruptions solaires, pulsant comme s'ils étaient vivants. Ils ont construit avant Babel, pensa Adrien, sont morts avant que le langage puisse les nommer. Des jets de méthane jaillissaient du sol, dressant des tours de feu dans ce ciel. Le nord, mis à nu et saignant. Des aurores tordues dansaient au-dessus non plus vertes, mais violettes, s'agitant comme des veines d'un monde mourant. Un drone Unity passa au-dessus d'îles convulsa, dévia, puis s'écrasa dans un fjord. Les systèmes échouaient, non par sabotage, mais par effondrement du dessin. Adrien stabilisa la capsule, tranchant à travers les derniers lambeaux de forêt en feu, la mer obscurcie par la cendre. La terre ne faisait pas que brûler. Elle se souvenait. Le monde au-dessus se délitait, mais Petra tenait toujours non comme un monument de puissance, mais de miséricorde. Le ciel au-dessus de la Jordanie saignait cramoisi tandis que la capsule d'Adrien entamait sa descente finale. La nuit tomba sur la crête de Petra. La coque hurlait. L'air vibrait comme du verre liquide. Petra reposait plus loin, cachée derrière la pierre ancienne, mais même ici. Le soleil griffait encore le ciel. La capsule chutait, trop vite pour être redressée. Adrien lutta contre les stabilisateurs, inclinant juste assez pour franchir la crête extérieure. L'écran de navigation clignota une dernière alerte avant de s'éteindre. Bouclier atmosphérique défaillant. Bastion de Petra, visible uniquement par la flamme. Il atteignit le panneau latéral, activa les amortisseurs auxiliaires. La dernière chose qu'il vit avant de perdre connaissance, la pierre, inébranlable, intacte. Elle le vit avant les gardes. Une traînée de feu fendait le ciel, laissant derrière elle de la fumée et des crépitements trop rapides pour un drone, trop contrôlé pour une météorite. Evelyn laissa tomber le parchemin qu'elle cataloguait et se mit à courir. Daniel cria quelque chose derrière elle. Jonah se leva lentement de la table des cartes, observant l'arc rouge se fissurer au-dessus d'eux. Evelyn n'hésita pas. Elle savait.
Et pourtant, au fond de cette certitude, un nœud de peur se serrait de plus en plus fort à chaque pas. Elle accéléra, refusant de croire, refusant de douter. Le sable s'envolait derrière ses bottes alors qu'elle franchissait le passage intérieur, montant vers la crête. L'air portait encore la chaleur du jugement du métal brûlé, une chaleur qui faisait cloquer la peau, mais elle ne scia pas. Son souffle se bloqua lorsqu'elle aperçut la capsule carbonisée, écrasée, fumante, et la trappe ouverte. Une silhouette en sortit. Adrian. Il avançait en boitant, enveloppé de couches brûlées par la chaleur, un bras serré autour d'une sacoche. Son manteau était déchiré, une joue marquée de brûlures, mais ses yeux étaient clairs et braqués sur elle. « Tu as réussi », dit-elle doucement. « Tu m'as attendu », répondit-il d'une voix rauque, un faible sourire aux lèvres. Je croyais devoir affronter ces coupes tout seul et là tout seul. Elle rit, les larmes aux yeux. Pas question. Ils avancèrent à travers le feu, à travers la pierre, à travers l'un des derniers lieux sûrs sur terre. Les portes de pierre de Petra se refermèrent derrière eux dans un grondement de tonnerre étouffé. Les pas d'Adrian étaient hésitants dans le couloir, mais Evelyn ne lâcha pas son bras. La température chutait à mesure qu'il passait de l'air brûlé à l'ombre fraîche, ancienne, intacte. Plus bas, dans les cavernes où coulaient les anciennes sources, l'eau scintillait et l'air était pur. Le parfum du calcaire écrasé flottait comme de l'encens. Les murs murmuraient, pas avec des sons, mais avec la mémoire, avec la survie. Adrian s'arrêta près de l'aqueduc principal, son canal, toujours plein, toujours en mouvement. Il s'accroupit, toucha l'eau du bout des doigts tremblants, puis regarda Evelyn. Elle le lut dans ses pensées. On la teste toutes ces heures. Elle n'a pas changé depuis que la plaie a frappé. Il se releva, fixant la surface. Cette eau devrait être partie, évaporée ou empoisonnée. La voix de Jonah retentit derrière eux, grave et calme. Ce n'est pas l'eau qui est différente, c'est l'alliance. Adrian se retourna. Jonah se tenait avec Daniel près de l'arche sculptée, des parchemins sous le bras. Son visage semblait fatigué mais paisible, comme quelqu'un qui avait déjà vu la fin et trouvé la paix. « Tu dis que c'est une isolation divine ?» demanda Adrian. « Je dis que Petra a été choisie, » répondit Jonah. « Comme Goshen. Quand l'Égypte saignait, les Israélites vivaient. Pas parce qu'ils étaient plus intelligents, mais parce qu'ils étaient scellés. » Adrian observa la salle et les enfants, riant doucement dans un couloir, une vieille femme allumant une lampe à huile, les cartes intactes sur les murs. « Ça n'a aucun sens, dit-il. »« Ce n'est pas censé en avoir, » répondit Evelyn. « Pas pour le monde. » Un long silence suivit. Puis Adrian murmura. « J'ai vu les villes tomber, des tours éclater comme du verre, des rivières s'embraser. Mais ici, tu as vu le jugement, dit Jonah. Maintenant tu vois la miséricorde. » Au-dessus du cercle arctique, là où le soleil ne se couche jamais, la miséricorde avait disparu depuis longtemps. Grunland Nord. Le village était abandonné mais pas vide. Le soleil restait suspendu gonflé, impitoyable au-dessus de l'horizon, comme un œil refusant de cligner. Ce qui avait été un littoral glacé n'était plus que vapeur et ose blanchie par le sol. La mer sifflait, une écume teintée de sang léchant les pilotis des maisons effondrées. Dans un abri à moitié enseveli, 6 survivants rationnaient les derniers restes de neige fondue. Il fallait maintenant les stocker sous terre. Toute eau laissée au-dessus du pergélisol s'évaporait en quelques heures. Un homme avait tenté de creuser un puits. Le puits prit feu. Poche de gaz, pensait-il. Peut-être du méthane. Peut-être le jugement. Les radios s'étaient tues. Au début, il y avait des murmures des relais d'urgence canadiens, des bandes militaires russes, un médecin islandais priant en boucle. Puis plus rien. Pas même de statique. Le silence. Les aurores. Venaient encore. Mais elle ne dansait plus. Elle ramampait. Au Kamtchatka, une vieille femme était accroupie au-dessus d'une marmite, faisant bouillir la dernière bande de graisse de phoque dans un bouillon trouble. Sa peau se fendait, ses lèvres saignaient. Son petit-fils fixait le mur, muet. La dernière fois qu'il avait parlé, il avait demandé où étaient passés les caribous. Ils avaient mangé toutes les conserves. Le congélateur du village avait fondu après la 2e éruption solaire. Tout avait pourri en quelques minutes.
Ils avaient essayé de pêcher une seule fois. L'eau empestait. Chaque prise remontait gonflée. Les yeux rouges, la peau se détachant comme de l'écorce. Les anciens disaient que la mer ne nourrissait plus. Elle rejetait. Dehors, la fumée s'élevait là où s'étendait jadis la toundra moussue. Des incendies de tourbe avaient commencé il y a 2 jours profonds dans le sol. Des feux zombies, de ceux qui ne meurent jamais. Meurent jamais. Quelqu'un trébucha dans l'abri le visage brûlé, les mains tremblantes, traînant une luge qui transportait autrefois du phoque frais. Maintenant, elle ne portait qu'un réservoir d'eau fondue. « À plus rien », dit-il. Le silence balaya le groupe comme une seconde rafale. Alors la femme parla. « Même la terre nous a quittés. » Personne ne répondit. Ils ne le pouvaient pas. Leur voix était partie laissée derrière avec la glace. Le protocole de lumière fut activé non pour éclairer, mais pour effacer. Le signal émis depuis le centre de diffusion unitaire à Jérusalem devint mondial. N'ayez pas peur du feu. La voix du souverain résonna sur chaque écran, encore fonctionnel gravé dans les plafonds sonores des salles de culte, projeté sur des affichages de vapeur dans les places brûlées, murmuré par des drones lumineux dérivant comme des braises dans les rues silencieuses. « Ben, ce n'est pas un jugement, » dit-il, le visage baigné d'une sérénité pixelisée. « C'est la convergence. » Derrière lui, l'insigne de l'unité pulsait en rythme. À sa droite se tenait Séphora, immobile, le visage radieux et inhumain. Ses yeux ne clignaient pas. Il ne parlait pas. Il n'en avait pas besoin. « Nous ne sommes pas punis, » poursuivit le souverain. « Nous sommes perfectionnés. » À l'intérieur du dôme céleste, à Nouvelle-Hong Kong, un agent de l'unité se tenait devant un immeuble effondré, récitant depuis une tablette holographique. Les niveaux d'exposition ont augmenté en raison d'une dissonance dévotionnelle non autorisée. Le culte non approuvé déstabilise les harmoniques lumineuses. Évitez les fragments d'écriture. Évitez le contact visuel avec les noms marqués. Derrière lui, 2 civils gisaient inconscients, la peau cloquée, les marques luisant d'un rouge pâle sur une chair brûlée. À Jérusalem, le prophète de lumière monta sur scène dans la salle de presse de la citadelle de l'unité, aux côtés du souverain. Ses robes scintillaient comme les résidus d'une éruption solaire, sa voix soyeuse tandis qu'il s'adressait au monde. « Les résistants ne sont pas protégés. Ils sont infectés, » déclara-t-il calmement. « Leur défi brise la lumière. Leur résistance corrompt le champ. Leur rébellion provoque des contre-coups radiants. » Ces mots tranchaient comme un scalpel de chirurgien calculé, implacable. Le protocole du soleil souverain se poursuivra jusqu'à ce que la convergence soit achevée. Ils ne maudirent pas le feu, ils maudirent Dieu. À travers l'empire de la bête, ils hurlèrent non seulement de douleur, mais de rage. À Riyad, un marchand agrippa son front brûlé, là où la marque de l'unité s'était fondue dans sa chair. Sa robe cérémonielle collait à sa peau couverte de cloques, et le sable autour de sa villa scintillait de vapeur. Il leva les yeux vers le soleil. « Je te maudis, Dieu de la poussière. Si tu existes, pourquoi ne mets-tu pas fin à cela ?» À Mexico, un commandant de l'unité s'effondra dans la rue. Son armure avait fondu sur son corps. Les fibres synthétiques de ses membres se contractaient de manière incontrôlable. Il se traîna sous l'ossature d'un dôme de l'harmonie brisé, les yeux injectés de sang, la bouche écumante. « Le souverain est notre lumière !» hurla-t-il dans la fumée. « Tu n'es pas réel !» Son regard se tourna vers le ciel, son poing tremblant levé vers les cieux. Au Caire, des enfants couverts de brûlures lumineuses pleuraient dans un abri d'ombre vide. Les dômes solaires avaient cédé. Les murs avaient fondu. Leurs parents gisaient à tortis. Ils à leur côté, inconscients ou pire, et pourtant, le soleil ne faiblissait pas. Et pourtant, la marque brillait de plus en plus fort. À Manille, un prêtre de l'harmonie déchira des pages d'une Bible cachée qu'il avait autrefois lue en secret. Ses mains cloquées brûlaient les pages lui-même. « J'ai essayé », sanglota-t-il. « J'ai essayé de croire. » Mais il ne pria pas. Le soleil, amplifié par l'effondrement atmosphérique, devint une arme.
Les rayons ultraviolets, perçant la fine couche d'ozone, brûlaient la terre. Les marqués, déjà couverts de plaies cloquées et à vif, noircissaient sous la chaleur implacable. L'air se chargeait de l'odeur de chair calcinée et des cris des brûlés, et sur un monde ravagé, les gens se prosternèrent, non dans la repentance, mais dans le désespoir, non devant le Créateur, mais devant la flamme. Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux.